Je suis très contente parce que je vous vois nombreux. Donc, je suis très contente qu'il y a l'intérêt en fait pour ce thème. Et c'est la première fois qu'on le fait ici dans les programmes d'éducation thérapeutique de notre centre. Donc, franchement, je suis vraiment très heureuse et même un peu émue en fait parce que voilà, c'est quelque chose qui est auquel en fait je tiens beaucoup, hein, parce que moi-même j'ai une alimentation végétale. Et donc, c'est un peu difficile parfois à faire passer le message parce qu'on a beaucoup de préjugés, on a beaucoup en fait d'idées, de mythes par rapport à l'alimentation végétale. Et donc, s'il y a eu en fait la demande, ben, ça veut dire que peut-être il y a un intérêt. Et même si, voilà, pas tout le monde doit nécessairement devenir vegan, on peut quand même augmenter la végétalisation de notre journée type au niveau alimentaire. Et d'autant plus que, voilà, le mois de janvier, c'est ce qu'on appelle le Veganuary. Donc, c'est l'ensemble du mot vegan plus janvier, January en anglais. Et donc, ça a été créé en 2014 par une association non-profit anglaise qui, justement, posait le mois de janvier comme un nouveau debout, en fait, pour recommencer et essayer de faire passer les messages qu'effectivement, on peut augmenter la végétalisation de notre nourriture grâce aussi aux thèmes qui sont lancés par des associations. Après, chaque pays a comment dire, son association qui la promouvoit. En fait, en France, elle y est aussi. Et je me suis inscrite et je vous invite à la faire parce que ça va vous donner en fait comment dire, des thèmes, des articles, des idées. Et donc, tout sert en fait pour aller un tout petit peu plus loin. Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à vous inscrire au Veganerie de cette année 2024. Après, voilà, chaque mois, c'est Veganerie si on le souhaite. Euh, le, le début, en fait, ma présentation, c'est un peu l'idée de faire un peu de clair vers tous les différents régimes et les noms qu'on emploie, parce qu'on entend un peu tout. Donc, on a les régimes flexitariens, où on a du végétal, des œufs et du poisson. On a le végétarien, où on a les laitages et les œufs. On a les jus végétaliennes qui n'incluent pas en fait tout ce qui sont les produits d'origine animale, donc tout ce qui est laitage, œufs, poissons et viande. Et les véganes, si vous voulez, c'est le régime végétalien, mais il y a un côté un peu plus éthique et philosophique par rapport à tous les traitements des animaux dans le sens plus large. Ça veut dire par rapport au cuir, par rapport à la peau, par rapport aux chaussures, par rapport au sac à main, par rapport aux vêtements. Donc, c'est un peu plus loin par rapport à l'alimentation végétalienne et à ce côté éthique, philosophique derrière, qui bien évidemment est louable, mais voilà, pour quelqu'un qui commence, je pense que c'est un peu plus raisonnable de rester vers une alimentation qui est un peu plus végétale plutôt que d'aller vraiment dans la philosophie 100%. Moi, personnellement, je suis végétalienne. Je le suis, alors je suis végétarienne depuis mes 17 ans, donc je n'ai 44, et végane depuis le 2017. C'était une nécessité. Je vous raconte brièvement mon histoire parce que ça peut peut-être aider quelqu'un. Donc, en 2017, ma sœur a un problème de santé. On a dû faire des analyses génétiques par rapport à la coagulation et on a trouvé cette mutation génétique qui, en fait, favorise la coagulation du sang et donc une augmentation du risque cardiovasculaire. Donc, depuis, par rapport à son problème à elle, j'ai fait aussi, moi, l'analyse que j'ai trouvée aussi positive. Et donc, depuis, j'ai éliminé aussi le peu des aliments d'origine animale que j'ai mangés. En fait, je suis végétarienne depuis 17 ans, mes 17 ans.
Après, j'ai mangé quelques poissons, quelques viandes quand j'allais chez maman, Moi la aussi. bolognaise. Donc, c'était un peu rare, mais c'était quand même présent. Et depuis 2017, donc, j'ai une alimentation végane. L'alimentation végétale est possible, bien évidemment. Tous les, comment dire, les grandes sociétés les plus en fait réputées au niveau de la diététique, de l'American Diet Society au European, tout en fait tous ensemble disent que si on a une alimentation végétarienne ou végétalienne bien formée, bien composée, c'est non seulement souhaitable, mais c'est aussi favorisé par rapport aux soins de certaines maladies. Les 80% des maladies chroniques sont dues à notre mode de vie. On l'a déjà dit par rapport au Blue Zone, on l'a déjà dit par rapport à d'autres séminaires. On sait que la plupart des maladies chroniques sont en lien à ce qu'on fait, par notre lifestyle, par ce qu'on mange, ce qu'on vit, la sédentarité, le sommeil. Et donc, l'alimentation fait partie des outils que la médecine du style de vie utilise pour soigner les maladies chroniques. Donc, vous voyez qu'on a un double côté favorisant, en fait. Non seulement on mange bien, mais de l'autre côté, on arrive peut-être à soigner des maladies chroniques. Donc, à réfléchir justement comme notion à retenir, parce que de plus en plus, quand on commence à dire à droite à gauche qu'on mange un peu plus végétalienne, on a sûrement des commentaires. Donc, retenez un peu les phrases qui vous sont utiles un peu, je ne dis pas pour défendre votre position, mais un peu pour vous aider à l'intérioriser, à comprendre pourquoi vous êtes en train de faire ça. Bon, on reviendra sur ça. Donc ça, c'est l'Association végétalienne française qui a fait son Vegan Plate. Et comme vous voyez, donc c'est conseillé en général dans la journée d'avoir, partant à droite en haut, au moins 3 portions par jour des glucides, donc, favorisant les céréales complets et favorisant les changements un peu de tous les céréales complètes. Ça veut dire qu'on change la forme. On a le pâte complète, on a le riz complet, on a le millet, l'avoine, la quinoa, le sarrasin. Après, on a 2 portions de protéines. OK? Donc, les légumineuses, on verra tout ça hein, plus loin. On a toujours l'apport des gras, surtout des gras, on le verra, des oméga 3, mais à privilégier donc les huiles riches en oméga 3. On a toujours des fruits en graines et oléagineux, toujours par rapport à l'association lipidique. Donc, avec les huiles, on a aussi les fruits à coque. On a toujours, bien évidemment, le fruit et la plupart des assiettes est constituée des 4 ou plus portions de légumes. Moi, je pars du principe que quand on mange des saisons, quand on mange les légumes des saisons, on ne s'en trompe pas parce que la nature est très bien faite. Elle nous donne ce qu'on a besoin à chaque saison selon ce qu'on a besoin de faire. Donc, si on mange selon le principe dit de l'arc-en-ciel, donc ça veut dire qu'on fait tourner un peu les couleurs des légumes au fur et à mesure de la semaine et on apporte un peu plus des légumes à feuilles vertes, parce qu'on verra, c'est les légumes qui contiennent plus de calcium, ben, c'est tout simple en fait. On a la moitié de l'assiette constituée de légumes, on fait tourner les légumes selon les couleurs et la saison, et on privilégie un tout petit peu plus les légumes à feuilles vertes et les crucifères. Crucifères, donc brocoli, chou Bruxelles, chou cal. Je pense que tout le monde connaît un peu ce qu'ils sont les crucifères. C'est pas, non? C'est pas le cas? OK. Donc, les crucifères, c'est la famille des choux. Donc, tout ce qui est brocoli, chou-fleur, chou Bruxelles, euh, chou chinois, chou cal, chou frisé. Tout ça, pourquoi? Parce que les crucifères, c'est vraiment des légumes qui ont un pouvoir antioxydant et antitumoral qui est magnifique, qui est juste incroyable.
OK? Donc, un peu plus d'attention vers les deux familles que je viens de vous citer. Donc, légumes à feuilles vertes et les crucifères. Donc, l'observation qu'on se sent faire le plus souvent par rapport à au régime végétalien, c'est où est-ce qu'on trouve les protéines? Donc, pour comprendre, je vous renvoie, mais vraiment 2 minutes, à la leçon de biologie que vous avez peut-être faite en sixième ou en cinquième. Et donc, vous savez qu'il y en a des aminoacides, et c'est des petits briques qui composent les protéines. Donc, on a des aminoacides qui sont essentiels, ça veut dire que le corps n'est pas capable de les produire soi-même, et des autres aminoacides, donc des briques qu'on produit nous-mêmes, surtout à travers le foie. Quand on doit produire des protéines, et donc que ce soit des hormones, des enzymes, que ce soit les fibres musculaires, ben, on touche à droite à gauche un peu les aminoacides qu'on vient de manger ou on le produit nous-mêmes. Donc les essentiels doivent être introduits par la bouffe, par la nourriture, et les non essentiels, c'est le corps qui les produit. OK? Donc, le mythe naît en fait un peu de la croyance que les protéines d'origine animale ont un aspect, mais ça, c'est la vérité, hein, c'est pas un mythe, ont la constitution qui est similaire à celle humaine. Donc, autrement, l'aspect protéiné qu'on trouve dans la chair des animaux et dans les œufs est similaire à ce qu'on trouve dans notre corps. OK? Ceci dit, il faut comprendre que quand on mange des protéines, que ce soit des viandes, du fromage, etc., donc on la mange, elle arrive dans l'estomac. Dans l'estomac, il y a la digestion donc de cette chaîne. Imaginez un collier, je voulais me mettre un collier tout à l'heure, un collier des perles. Donc, on mange, le collier des perles va être coupé et on a tous les perles qui sont toutes seules. Et ça sont les aminoacides. Donc, les aminoacides, ils sont à droite, à gauche. Et quand on doit produire l'enzyme ou l'hormone, on va chercher les aminoacides qu'on vient de manger ou que le foie a produit. Donc, ça veut dire que, bien évidemment, le bout de chair des viandes qu'on mange ne va pas constituer directement, en fait, nos muscles. Aussi comme le tofu qu'on mange produit la séparation des aminoacides essentiels et non essentiels qui vont être utilisés pour la production des enzymes, des hormones, des neurotransmetteurs et tout ça. OK? Donc, en fait, si vous voulez, les- l'origine des briques est la même. Sauf que dans la situation des protéines animales, elles sont plus représentées, elles sont similaires à ce que l'organisme humain a, plutôt que dans le monde végétal. Est-ce que c'est clair? Ou il y a des questions? Parce que c'est important de comprendre que même si le bout de chair a effectivement dans les mêmes bouts tous les 8 aminoacides essentiels nécessaires et que dans l'alimentation végétale, on en trouve 4 dans les tofu et 4 dans les pois chiches, à la fin de la journée, on a quand même tous les briques nécessaires pour constituer nos protéines. Parce que l'équilibre alimentaire, ça se fait pendant les 24 heures, la semaine. L'équilibre alimentaire ne se fait pas pendant un repas, grâce à Dieu. OK? Donc, c'est important de comprendre que même si j'ai par exemple, la méthionine, l'histine, l'isoleucine et la leucine, le midi avec, je dis n'importe quoi, hein, avec le tofu et les soirs, je les reste avec les lentilles. C'est important, c'est que j'ai tous les briques pour constituer mes protéines. Donc, n'ayez pas peur parce que effectivement, qui était un peu, comment dire, euh, c'était un peu le débat, c'était comment dire, l'efficacité de ces protéines. Vous avez vu que même dans le monde végétal, on a tous les aminoacides nécessaires. Et même si on a certains articles qui conseillent d'augmenter de 15% l'apport protéiné dans une alimentation végétale, on verra que c'est très facile à atteindre. Parce que c'est quoi nos apports nécessaires? Donc, nous, on va se situer la plupart dans l'âge adulte
on a un besoin en protéines à 0,83 par kilo par jour. Donc, on va situer nos besoins environ entre 50 et 60 grammes par jour. Si on ne bouge pas, attention, hein, si on devient des sportifs occasionnels, les besoins augmentent à 1,3, 1,6 par kilo par jour. Si on est des gros sportives, on peut arriver jusqu'à 2,2, 2,5 et dans les bodybuilders, on arrive aussi à 3. Mais attention, parce que justement, quand on augmente le besoin protéiné, si on mange que des protéines animales, par exemple dans les grandes sportives, eh ben, on risque que le rein, en fait, comment dire, ait un blocage par rapport à l'apport importante de protéines. Tandis que ça, c'est très difficile par rapport à l'alimentation végétale parce que l'apport est beaucoup plus équilibré. Et quand on mange des protéines végétales, on n'a pas seulement que des protéines avec du cholestérol, mais on a des fibres, on a des vitamines, on a des oligoéléments. Donc, c'est beaucoup plus bénéfique en termes global du corps. Donc, vous me direz, OK, donc on a ce besoin, on va dire environ des 50 grammes par jour. Comment on peut planifier la journée pour avoir environ 60 grammes de protéines par jour? Donc, je Excusez-moi vous ai fait un exemple. Oui, Christelle? oui, excusez-moi de vous interrompre. Ça veut Oui, dire qu'on peut être enfin, on peut être sportif intense, on va dire, et végétarien. absolument, absolument. Oui, Ok. oui. En fait, je l'ai mis à la fin, mais je vous ai mis la référence d'un documentaire qui est des Game Changer, non, Game Changer, que c'est vraiment pour traiter les mythes de l'alimentation omnivore et les sports et la capacité à atteindre des résultats dans le sport, mais des hauts niveaux. On ne parle pas des sportifs loisirs, hein. Et donc, et ça, vous verrez, il n'y a que des athlètes des grands niveaux, des hauts niveaux, entre Djokovic, J'allais le Hamilton, dire. Mm. ouais, voilà. Donc, Ils sont c'est connus tout, en pour, fait, ouais. des sportifs, voilà, qui ont une alimentation végétale. Donc, c'est très important de comprendre, parce qu'on va balayer un peu le mythe qu'on a récemment, dans les dernières années, que c'est le régime paléo ou céto qui permet la construction en fait des fibres musculaires dans l'activité physique. Certes, on a besoin et de l'entraînement et des apports des aminoacides, mais ça, on peut le faire aussi à travers une alimentation végétale, 100%. Elle doit être bien équilibrée et voilà, on peut peut-être le début être un peu plus attentive. Ça demande un peu plus de temps, mais peut-être calculer pendant quelques jours. Après, on prend la main. Par exemple, ici, donc, on a le matin les porridge. Ici, le côté froid, comment dire, la version froide, l'overnight porridge. Donc, des flacons d'avoine dans de lait végétal, assaisonné avec du fruit frais et un peu de beurre d'amande. Et on a déjà 10 grammes de protéines. Après, on passe le midi en déjeuner. On a des pâtes avec des haricots. Et donc là, déjà, on monte à plus de 20 grammes de protéines par repas. En goûter, on a une tranche de pain avec du tahine. Donc, vous savez, la pâte avec les grains de sésame, mais ça peut être toute pâte à tartiner, comme le beurre d'amande, le beurre de cacahuète, avec des fruits ou un peu de compote ou un peu de confiture. Et déjà, on a encore, si on met un peu des grains de chèvre qui sont riches en protéines, on a encore 9 grammes de protéines. Et les soirs, on a de la salade de lentilles avec de l'avocat, des légumes, etc. Bien assaisonné avec des graines, parce que tous les graines aussi, bon, ils sont tout petits, mais ils contiennent. Pensez en fait que la graine, c'est tout en fait l'ensemble dont on a besoin la plante pour naître. Et donc, quand on a des graines, elles sont tout riches et elles ont déjà tout dedans. Et donc, on a déjà sorti, rien que pour ça, et on n'a pas fait d'autres snacks, pas d'autres associations, on a déjà plus de 60 grammes de protéines par jour.
Donc, c'est pas impossible. Alors, on a deux questions. Alors, il y avait Virginie d'abord. Oui, bonjour à tous, bonjour Viola. Est-ce Bonjour. que c'est ce que vous nous donnez, en fait, c'est valable aussi avec nos petites quantités? Alors, ça dépend. Oui, voilà, c'est ça. Alors, moi, je pense, alors, en fait, pour comprendre un peu le quantité, on va dire que c'est un repas moyen. C'est pas des portions abondantes, mais non plus des petites portions, hein. Oui, Là, la plupart d'entre vous, je pense qu'ils sont opérés depuis quelques temps. Je pense que tout le monde a passé les 1 an, voire les oui, 2 ans. Voilà. Donc, globalement, les portions, ça commence à devenir, entre guillemets, normales, vers les 150 200 oui, grammes oui, par c'est repas. ça. Mm, Et donc, voilà, on y arrive. Tout ça, parfait. ça va. Ben, vous avez la chance, entre guillemets, de m'avoir. Et donc, d'avoir quand même un suivi en albumine et en préalbumine. Et tout ça, je vous l'ai dit à chaque fois, à chaque rendez-vous, en fait, si on a besoin des apports en protéines à travers la prise de sang. Mais ce qui est le plus important, c'est la clinique. C'est quand on a une carence en protéines, qu'est-ce qu'on a? On a la fatigue musculaire, la fatigue du matin, la fatigue à bouger, la fatigue vraiment à prendre l'initiative. Et c'est vraiment l'épuisement que tout le monde, malheureusement, a vécu pendant les premiers mois. Parce qu'on a, entre guillemets, mangé nos fibres musculaires. Parce que quand Mm, vous avez perdu 30 kilos, 40 kilos, bien évidemment, c'était aussi de la fibre musculaire que vous avez perdu. C'était pas que de la graisse. oui, OK? d'accord, Est-ce que merci j'ai beaucoup. répondu? Oui, 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 c'est parfait, merci beaucoup. oui, Evelyne. Alors, Oui, bonjour on- à toutes, pardon, et à tous. J'ai une question par rapport aux protéines végétales, par rapport par exemple, le pois chiche, les lentilles. Je crois savoir, sauf erreur de ma part, que ça contient aussi des glucides. Donc, bien sûr. je me demandais si c'était pas trop élevé en taux de glucides par journée, autant de protéines végétales. OK. Oui, ça, c'est une observation en fait qui a été est très souvent faite parce qu'on a un peu peur des féculents et des céréales. Mais du moment où vous maintenez un peu la proportion que je vais vous conseiller en fait, de faire un quart et un quart, une portion et une portion, bien évidemment, vous avez un peu plus de glucides, mais c'est pas, c'est des très bons glucides, c'est des glucides complets, riches en fibres. Et donc, il faut pas avoir cette carbophobie, qu'on appelle comme ça, par rapport à la composante glucidique des légumineuses. OK? Parce qu'on va quand même les caser sur les macrogroupes des protéines. Parce que par la, plus- par la plupart, ils contiennent en fait des protéines. OK? D'accord. Oui, Rebecca. Oui, bonjour Viola. Bonjour. Euh, alors j'avais une question, c'est sur le fait que pour extraire correctement la protéine de la légumineuse, Mhm. j'avais entendu, enfin c'est ce que je fais d'ailleurs, qu'il fallait l'associer à une céréale complète. Mhm. Et la question c'est est-ce que ça pouvait être sur la journée ou est-ce que ça devait être forcément au même repas? Je pense que je vous ai répondu tout à l'heure. Oui, mais je suis désolée, j'ai été en pointillé parce que j'ai le livreur qui est venu, donc j'ai pas... Non, non, mais vous avez très bien fait à faire cette remarque, Rebecca, parce que c'est quelque chose a été dite, ben, d'ailleurs par une Française, parce qu'elle a écrit ce livre, Comment sauver le monde, Comment sauver le monde en mangeant, quelque chose. C'est Françoise Lappé. Et l'écrit dans 1960. Et en fait, dans ces petits livrets, Comment sauver la planète. Et, elle disait en fait qu'il était nécessaire de faire cette association entre féculents et légumes, qui était un peu de la tradition culinaire hein, de la plupart des pays, hein, parce qu'on a, comme ici,
Ah, bon, le haricots maïs, rouges, Mm. et voilà, et riz. On a, en Italie, on a les minestrone, on a hummus et pitas. Donc, effectivement, c'était quelque chose qui est assez fréquent, mais on n'a pas besoin, parce que comme je vous l'ai dit, en fait, on a la capacité d'aller former les briques et après, on utilise les briques. On peut l'utiliser, en fait, un soir, demain, après-demain. Donc, c'est pas nécessaire dans le même repas d'avoir les deux. OK? Super, merci. Voilà. C'est clair que, de rien, c'est clair que dans ce qu'on appelle l'assiette végétale, on a toujours l'association féculents, légumineuses, protéines. Mais c'est pas nécessairement, en fait, en ayant le but de favoriser la formation un peu des protéines à travers les aminoacides, parce qu'on a les féculents qui contiennent un peu plus de certains aminoacides essentiels et les légumineuses qui contiennent d'autres aminoacides essentiels. Donc, on croyait qu'associant les deux, on avait finalement dans les tubes digestifs la totalité était suffisant, était nécessaire, pardon, pour favoriser justement la formation des protéines. Aujourd'hui, on sait que ça, c'est obsolète, que c'est faux, qu'on peut tranquillement manger des houmous avec des carottes, par exemple, et les soirs, manger les minestrones, peu importe. OK? Est-ce que j'ai répondu, Rebecca? Oui, parfait. OK, très bien. Hmm. Et donc, on continue. Pensons en fait à toutes les alternatives parce que quand on a réfléchi pour comment structurer ces cours, ben, avec Lucie, on a dit il faut que tout nous aide en fait avec les alternatives parce que c'est ça en fait qui manque un peu les idées, comment, parce qu'on a quand même une tradition, hein, on a une tradition historique, on a quand même un passé, on a des souvenirs d'enfance, on a été élevé d'une certaine façon, on a pris l'habitude de cuisiner les mêmes choses. Donc, c'est clair que sortir de la zone de confort, c'est un peu compliqué. Et il faut prendre la main. C'est une des parties un peu plus difficiles quand on commence de nouvelles habitudes, bien évidemment. Donc, mais si on a un peu comment dire, la capacité d'élargir un peu notre vision, on comprend que c'est facile de trouver les protéines dans le monde végétal. Et donc, on a différentes sources. Donc, je commence avec ce que tout le monde connaît, que c'est les légumineuses. Donc, on a déjà parlé, hein, haricots secs, lentilles, pois chiches, lupins, pois cassés, fèves. Donc, pour un petit conseil par rapport aux légumineuses, moi, je vous conseille de les acheter en vrac, OK? De les laisser tremper aussi parce que comme on le verra, on va enlever les phytates qui sont des antinutriments qui souvent empêchent la fixation du fer. Donc, si on le laisse tremper, déjà, on le cuisine plus facilement, plus rapidement. Et en plus, mes deux astuces sont deux. La première, c'est de mettre un pincée de bicarbonate dans l'eau de trempage, parce que comme ça, on va assouplir la peau, surtout quand ça s'agit des haricots ou des pois chiches qui sont un peu plus importantes. Et des deux, quand on les cuisine avec un morceau d'algue kombu. L'algue kombu permet, à travers ces oligoéléments, déjà de un, savourer les légumineuses, des deux, de donner du iode, et des trois, de permettre la digestion des légumineuses. Je suis désolée, je m'occupe de mon chien qui, évidemment, il a envie de rentrer. Je suis désolée, j'arrive, hein. Qu'est-ce que tu veux? Viens, viens. Voilà. T'es tout content? Allez, pardon. Et donc, ça, c'est pour ce qui concerne les légumineuses. Alors, moi, ce que je fais, et je vous conseille de faire la même chose, c'est de, un, les acheter en vrac, les cuisiner à quantité importante. Ça veut dire pour 3-4 portions. Après, ça dépend en fait combien vous êtes en famille. Mais quand on cuisine les pois chiches, moi, ce que je fais le plus souvent, c'est que dans l'immédiat, j'ai fait de l'houmous.
le jour même. Normalement, je le cuisine toujours pour faire de l'houmous. Donc, l'houmous, c'est pour l'apéro, mais c'est peut être aussi, comment dire, le montage de notre sandwich pendant la semaine au travail. OK? L'autre portion, je la laisse dans le frigidaire pour les pâtes, par exemple, ou les minestrone ou la soupe dès le lendemain. Et après, notre portion, je la congèle. OK? Donc, comme ça, on a fait un peu plus importante en quantité, mais on a déjà deux, trois repas déjà attribués. OK? Sachant que au-delà de ça, au-delà en fait de ce qu'on peut utiliser dans l'immédiat, je vous conseille toujours d'avoir dans le placard des légumineuses en conserve ou un peu en verre, c'est encore mieux. Ce qui est important, elles sont moins digestes, dans le sens que pour favoriser la digestion, malheureusement, la chose plus importante, c'est les tremper et de les mettre avec un peu de bicarbonate. Souvent, c'est ce qu'on trouve en conserve, elles sont moins, comment dire, faciles à digérer. Mais ceci dit, il faut que les rincer pour enlever le sel des conservations. Et après, pour le reste, vous pouvez les consommer dernière minute avec vos pâtes, par exemple, avec les lentilles ou votre salade de lentilles. Vous venez de rincer un peu des lentilles en conserve et vous mettez vos lentilles directement dans votre salade. OK? Et donc, ça, c'est pour les légumineuses. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux légumineuses? Ah, bien évidemment, l'observation qui vient être faite, c'est oui, mais ça me donne des ballonnements. OK, donc les ballonnements est dû au fait qu'on n'a pas les bactéries nécessaires pour la digestion des légumineuses dans notre intestin. Donc, le but là, c'est d'habituer l'intestin à la digestion de la légumineuse ou de la peau de légumineuse à travers les mêmes systèmes qu'on utilise pour les enfants, ça veut dire la diversification. Donc, comment on fait pour les enfants quand on commence la diversification? On ajoute une cuillère à soupe aujourd'hui, deux cuillères à soupe après-demain, trois cuillères à soupe 3 jours après. Et au fur et à mesure, on va sélectionner au niveau de l'intestin les bactéries nécessaires pour leur digestion. C'est plus facile quand on part de la cuisson nous-mêmes. C'est un peu plus difficile en conserve ou en pot. Mais après, au fur et à mesure, vous verrez que l'intestin va sélectionner la famille des bactéries nécessaires pour constituer la digestion, pour favoriser la digestion des légumineuses. OK? Donc, tu nous conseilles d'y aller progressivement alors? Si quelqu'un a des symptômes, Oui, bien sûr, oui, oui. Pour ceux qui ont des symptômes, voilà, faut y aller étape par étape. exactement. Si on a une digestion qui ne dérange pas, il n'y a pas de flatulences, il n'y a pas des ballonnements, bon, Oui, on peut y aller on direct. continue. Mais voilà. Mais pour ceux qui sont plus fragiles et qui ont des ballonnements, ils y vont étape par étape. Exactement, D'accord. exactement. OK? Après, donc, après les lentilles et les légumineuses, on a différentes solutions. Donc, il y a tout ce qui est simil carné, donc tout ce qui est la partie industrielle, on va dire, que je considère beaucoup dans la partie, en fait, dans le moment de la transition, quand on n'a pas d'idée. Parce que même s'ils sont des produits transformés, c'est quand même très utile d'avoir des burgers végétales dans les frigidaires ou d'avoir des solutions dernière minute disponibles pour faire si que ce soit quelque chose qui devienne assez facile parce que on a quand même des choses à faire, on a une vie assez intense. Donc, pourquoi pas se diriger vers ce qui est haché végétal, des burgers, des wustel. Donc, c'est des solutions que c'est pas à utiliser à tous les repas, mais il faut les considérer parce que c'est très utile et ça nous dépanne pas mal de fois. OK? Après, la meilleure source de protéines végétales en haut à droite, c'est le tofu. Tofu, donc, on le forme à partir des haricots de soja, hein. Donc c'est toujours une légumineuse, mais
Il y a des processus de formation, de fermentation qui fait si, en fait, que le tofu soit cet produit simile fromage qui n'a pas vraiment de goût, c'est plutôt neutre, qui est vraiment, on peut utiliser dans toutes les préparations parce qu'on peut le décliner dans tous les saveurs. En fait, étant donné que le goût est neutre, il peut prendre avec la sauce tout le goût possible, que ce soit le pesto, le soja, la sauce tomate, donc le sauce plutôt des saveurs orientales. Donc, c'est assez pratique parce que au niveau de la présence des aminoacides essentiels dont on a parlé tout à l'heure, il est complet. Donc, il y a tout dedans, hein. Et la digestion est très efficace. Chose que, par exemple, on conseille quand on a des problèmes d'estomac ou quand on doit faire des régimes sans fibres ou quand on a des problèmes d'intestin, parce que la digérabilité, en fait, des tofu, elle est juste parfaite. OK? Après, on a les sétins. Donc, dans le centre, c'est des protéines de gluten qu'on va compacter et former des produits qui sont vraiment très similaires à la viande. Alors, moi, un peu, j'ai l'habitude, j'aime pas vraiment les seitan, mais je pense que pour quelqu'un qui aime beaucoup le goût de la viande, qui a vraiment des manques par rapport à ça, les seitans, c'est très pratique. Euh, donc, personnellement, je le conseille maximum une, deux fois par semaine, mais pourquoi pas l'utiliser, sachant que c'est riche en gluten. Donc, bien évidemment, pour les personnes sensibles en gluten ou avec de la cœliakie, c'est contre-indiqué. Et et Viola, le tempeh? Les tempeh, c'est des tofu fermentés. Donc, c'est Parce que parfait. C'est ça, des haricots de soja fermentés, donc c'est encore bien, mieux. c'est bien pratique le tempeh. C'est bien Ah pratique. oui, bien sûr. Bien Ouais, sûr. Ouais, c'est très bon. merci. De rien. Après, en haut, je vous ai mis en fait tout ce qui est boulettes, burgers végétal qu'on peut faire nous-mêmes à partir des légumineuses. Donc, c'est très simple, hein. Il y a millions de recettes, mais en général, on va dire qu'on va mettre une part de légumineuses, une part des légumes ou patates ou pommes de terre ou carottes, un peu de chevelure ou des pains vieux traités et on va composer avec des arômes, des herbes de Provence, du sel, du soja et tout ça. On va les mélanger tous ensemble et les compacter. Donc là, ça me permet de vous introduire un concept par rapport à ce que la plupart disent. Mais comment je trouve des alternatives aux œufs? Ben, les œufs, en fait, dans les préparations, on peut le substituer avec différentes solutions. Personnellement, j'utilise les grains des lin mollus parce qu'on le verra tout à l'heure, c'est aussi une source d'oméga 3. Donc, quand on fait tremper 2 cuillères à soupe des grains de lin dans 3 cuillères d'eau, on les laisse mélanger ensemble, on va avoir, et même chose, on l'a pour les grains de chia, on va avoir une pâte gélatineuse, un peu, comment dire, mou. Et ça, en fait, va faire l'affaire de la coagulation qu'on a dans le blanc de l'œuf. OK? Donc, ça va coaguler notre préparation selon les besoins, par exemple pour les gâteaux, pour les cookies ou pour les pâtes, etc. OK? Moi, j'utilise ça, c'est la plus fréquente. Après, vous pouvez utiliser des demi-courgettes à la place de l'œuf ou un demi-avocat. Bien évidemment, ça doit... Alors, dans les gâteaux, honnêtement, la courgette, on ne la voit pas et on ne la sent pas. On la goûte pas. Il n'y a pas l'odeur de la courgette. Et dans l'avocat, c'est idéal pour tout ce qui est mousse au chocolat, par exemple. Parce qu'on on sent pas, en fait, l'odeur de l'avocat. Il n'y a que le chocolat, en fait, qu'on sent derrière. OK? Après, on a aussi la possibilité de mettre des bananes bien mûres. Une banane bien mûre fait l'équivalent en fait de l'œuf dans tout ce qui est banana bread par exemple, ou tout ce qui est plum cake. OK?
Après, continuons pour notre voyage. On a en haut à gauche les protéines des soja texturées. Ça, quand on est au passage, c'est de la poudre qui a différentes tailles. Donc, on va des morceaux tout petits avec des grands morceaux comme ça qu'on laisse tremper dans l'eau. Et on peut faire notre préparation, par exemple, bolognaise. On peut faire la blanquette. Tout ça parce qu'on a ces morceaux qui sont des différentes dimensions et qu'on va mijoter. Donc, avec la même préparation qu'on ferait avec la bolognaise ou la blanquette, ils vont prendre le goût de la préparation avec, personnellement, je trouve pas nettement des différences, mais bon, moi je suis habituée depuis des années, donc voilà, il faudra voir, vous me direz quand vous y arriverez à faire. Donc, ça s'agit des sachets, ils sont déshydratés et c'est des morceaux des protéines en sachet texturés, des soja, pardon, texturés. Oui, Rebecca? Oui, alors ma question, elle est par rapport en fait à l'industrie aujourd'hui. On sait que tous les aliments qui sont transformés, ils sont pas bons pour la santé et on nous pousse à prendre tout ce qui est brut. Et Mhm. là, en fait, je voulais savoir comment les protéines de soja, elles étaient texturées, elles étaient créées. Est-ce que c'est chauffé? Est-ce que c'est pas chauffé? Est-ce que réellement, parce que tu me dis, le tofu soyeux, c'est de la fermentation, donc il n'y a pas de processus qui vient chauffer quoi que ce soit. Par contre, les protéines de soja, je ne sais pas du tout. Idem, c'est la C'est même chose. pareil. Bien évidemment, il y a un travail, donc on ne peut pas dire que c'est des produits frais, ok? Mais aussi comme la conserve des lentilles, hein. Donc il y Oui, tout a à fait. du moindre passage des D'accord. traitements industriels qui est quand même beaucoup différent par rapport au burger végétal où il y a les émulsifiants, il y a la graisse, même si c'est végétal, il y a les conservateurs, tout ça. Donc, dans les degrés, il y a effectivement, ça m'échappe en fait de la classification, mais de tout ce qui est des aliments ultra processés, ultra traités, il y a une classification. Et donc, on a les légumes, fruits, frais, c'est A. B, c'est tout ce qui est conserve, lentilles, donc les protéines en texture, les tofu, ok? Le lait végétal, etc. Et après, on a jusqu'à le D où tout est chimique, et tout est composé des produits industriels. Sachant que dans l'essai, bien évidemment, on a des aliments qui sont reconnaissables. Par exemple, les biscuits cookies qu'on trouve, qui sont classifiés Nutri-Score C, ont du beurre, donc que c'est entre guillemets naturel, de la farine, mais après, ils ont, c'est pas, des conservateurs, donc les colorants et tout ça. OK? Donc, il y D'accord. a différents degrés pour considérer les aliments. Donc, moi, je trouve que dans les passages et au niveau nutritionnel, les protéines texturées, c'est une très bonne solution. D'accord. Super. Merci. De rien. Et enfin, donc on arrive à ce qu'on a dit tout à l'heure, donc au lait végétal, qui voilà, parfois il faut dire boisson végétale parce que le lait, c'est une autre chose. Mais bon, pour être un peu d'accord dans ce qu'on va dire, les laits végétales, c'est des laits qui est produit, encore une fois, ici par rapport au soja. Donc, je vous ai mis les haricots de soja, mais on peut l'avoir d'avoine, des amandes, du riz. Donc, c'est très pratique. Quand on considère l'apport en protéines, c'est un peu plus important c'est conseillé, c'est dirigé vers les boissons des soja ou des petits pois qui contiennent un peu plus d'apport au niveau protéiné. Aussi comme les yaourts, hein, parce que tout ce qui est avoine, riz, amandes contiennent vraiment très peu de protéines et on ne peut pas les considérer comme des apports protéinés. OK? Donc, je vous ai dit tout à l'heure, par rapport aux alternatives, on a tout ce qui est l'apport semi-carné. Franchement, il y a comment dire, une offre au niveau des goûts et
texture qui est incroyable. Donc, je vous ai mis la marque Beyond Burger parce qu'elle a été la première. Et franchement, les burgers ont pas vraiment de différence. Il y a une chaîne qui est en train d'essayer d'arriver aussi en France où on a toute l'alimentation fast-food vegan. Donc, pour vous dire que manger végétal, moi, je préconise ce qu'on appelle l'alimentation végétale entière, ça veut dire la moins travaillée possible. Mais puisque ici, l'atelier, c'est commencer à manger un peu plus végétal, moi, je trouve que trouver des compromis, c'est une très bonne solution aussi pour, voilà, parce qu'on cuisine une fois pour tout le monde dans la famille, donc on fait pas assiette A, B, C, D, hein, proposition halal, etc. Hein, donc, on essaie de tout regrouper et d'éviter des demi-solutions et avoir quand même des possibilités dans la semaine où on se trouve avec les 6000 carnets. OK? Et ça, en plus, ça pour moi, c'est magnifique parce que voilà, ça nous enlève vraiment des autres problèmes. Tout ce qui est pâtes à base de farine et des légumineuses. Comme ça, si on n'a que le temps de faire des pâtes, on fait les pâtes normales et à moitié de la cuisson, parce qu'ils cuisent plus vite, vous voyez, 7 minutes, on ajoute les fusilli avec la farine des lentilles corail. Et ça, c'est notre protéine. On va dire que c'est une portion. OK? Mais tous les pâtes à base de légumineuses, franchement, ça aide beaucoup. Mais du coup, elles sont considérées quand même en pâte complète. Non, 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 c'est ça des... rentre bien en légumineuse. Tout à fait, exactement. Ouais, faut pas, c'est là où faut pas se tromper, faut pas les considérer comme des pâtes céréales complètes. Oui, parce que quand on va voir en fait les ingrédients, c'est que des légumineuses en fait. Ouais. Le Mm. processus de formation, c'est faire de la farine à travers les lentilles corail ou les pois chiches, etc. et rajouter de l'eau et former à travers ces processus industriels, bien évidemment, des pâtes. Mais finalement, ce que tu as, c'est des lentilles corail. Oui, c'est ça en fait. C'est vraiment, ça peut être pas mal pour tromper les enfants aussi, quoi, en fait. Très bien, exactement. Ou faire un mélange. Oui, Un mélange des fusilli normales avec des fusilli corail. Quand on met la sauce tomate, tu mets tout ensemble, ça tu se vois voit plus pas. rien en fait. Ouais, ouais. C'est pas mal ça. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux protéines? Non. OK, on va continuer avec un autre élément, que c'est le fer. Où est-ce qu'on trouve le fer? Parce qu'il faut savoir que, voilà, c'est une question que souvent on se pose. Dans le corps, dans le monde, comment dire, dans l'alimentation, on peut trouver du fer héminique ou du fer non héminique. Donc, le groupe aimé, on le trouve dans tout ce qui est viande et produits d'origine animale. C'est la protéine aimée, c'est la protéine qui permet comment dire, le fer est conjugué à le groupe aimé et ça positionne en fait les globaux rouges pour le transport d'oxygène. Donc, c'est facilement assimilé. On le trouve dans les produits d'origine animale. La protéine aimée attache le fer, l'absorption est plus élevée et par contre, l'excès des fers type héminique, c'est un danger pour la santé. C'est rarissime, mais on a quelques cas en fait d'hémochromatose où les apports de fer sont excessifs et souvent sont dus à des abus en fait des viandes. OK? Pardon. Dans l'hémochromatose, il y a un problème dans la digestion du fer, mais ce qui peut arriver, c'est qu'on a des aspects similes hémochromatose dans la prise de sang où on voit la ferritine est très élevée, justement par rapport à tout ce fer. Pourquoi? Parce que par rapport au fer non héminique, le fer héminique va être absorbé de façon indiscriminée. Donc, on va tout absorber. Il va prendre tout ce qui passe de l'intestin et va être absorbé. Tandis que le fer végétal, il va être absorbé selon le besoin. Il est moins efficace au niveau de l'absorption, mais on verra des astuces pour rendre l'absorption plus efficace. Ils ne contiennent pas la protéine aimée. Donc, l'absorption, par comparaison avec l'héminique, elle est amoindrie.
Mais par contre, on n'est pas à la base des problèmes de santé. OK? Donc, le fer, comme on le voit ici dans le chemin, par 5 grammes d'aliments prêts à composer, on le trouve dans les produits animaux et végétaux. Donc, je vous ai mis en fait la comparaison parce qu'un peu, on a l'idée que voilà, les fers dans les produits animaux soient extraordinaires, sachant que quand on mange un bout de viande, il n'y a que les 30% de fer qui va être absorbé. Et quand on mange quelque chose de végétal, il y a que les 15% qui va être absorbé. Grosso modo, je vous dis un peu le... Mais c'est rarissime qu'on mange des boudins noirs. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore légal de le proposer, honnêtement. Et voilà, c'est plutôt, en fait, ce qu'on va manger la plupart des fois, c'est des bœufs, de la pot-au-feu, de l'œuf, de la viande en volaille cuite. Donc, vous voyez que les apports par rapport à la partie végétale, c'est pas non plus extraordinaire. Quand on voit bien évidemment, manger 5 grammes de taïne, c'est un peu important, aussi caloriquement, c'est riche. Mais même si on en mange 30 grammes, ben, on voit que quand même les apports en fer, c'est similaire en fait à manger la viande de porc. OK? Donc, il ne faut pas non plus avoir peur de ne pas avoir du fer. C'est seulement que le fer, il faut un peu être un peu plus intelligent au niveau de l'absorption, être un peu plus attentive. Mais tout ça, c'est pour des personnes, bien évidemment, qui n'ont pas de problèmes. Hein, attention, hein. Parce que si on a des problèmes de fer, il faut toujours surveiller à travers les prises de sang. Ça, c'est justement par rapport aux besoins, c'est les faire recommander par jour selon l'âge, selon on a ou pas les menstruations, si on est enceinte ou pas, si on est femme ou homme. OK? Donc, on va dire que la plupart d'entre nous a besoin d'environ 18 mg de fer. OK? Si on veut augmenter un peu plus pour être sûr, on va dire 25. OK? Mais on a quand même des besoins qu'on va satisfaire même avec l'alimentation végétale. Donc là, par exemple, je vous ai fait encore pensant au repas précédent avec les haricots rouges le midi, l'avoine le matin, les tahines en goûter et les soirs les lentilles. Vous voyez que quand on va faire l'addition avec 3,3 par 5 grammes, les pâtes complètes, les haricots, les tahines, un morceau de chocolat, on va facilement, si on ajoute un peu tout ce qui est monde végétal, les épinards et tout ça, ou une poignée de noix de cajou, on va satisfaire nos besoins. Ce qui est important, c'est varier, apporter un peu de tout. Et surtout, quand il s'agit du fer, voilà, il faut favoriser l'absorption. Donc, comment on favorise l'absorption? Le point clé, c'est éviter les thés et les cafés pendant le repas et 1 heure après. OK? Parce que les contenus de tannines dans le thé et les cafés diminuent l'absorption du fer. Même chose pour les vins et pour les boissons ou les aliments riches en polyphénol comme les raisins. Par contre, une astuce, et c'est incroyable comment ça augmente de environ les 50% l'absorption du fer, c'est d'associer toujours de la vitamine C. Et c'est très facile parce que dans votre verre d'eau, vous ajoutez un demi-citron ou une tranche de citron. Donc, si à chaque repas, on a une source de vitamine C, que ça peut être ou les agrumes, ou les fruits, d'été, les poivrons, les persil, les basiliques, ou la vitamine A, c'est tout ce qui est orange, donc courge, carotte, patates douces, orange encore. Donc, tout ça augmente, mais environ les 50% la solution du fer. Donc, c'est incroyable. Mais voilà, il faut prendre un peu la main et dire, j'associe à chaque repas un peu de vitamine C pour augmenter l'absorption de fer que je vais manger pendant. Et on a parlé tout à l'heure des phytates qui sont comment dire, des composants antinutritionnels. Et pour diminuer, parce qu'elle empêche l'absorption non seulement du fer, mais des autres oligoéléments. Et donc, pour diminuer cette phytate dans les légumineuses, dans les céréales, il faut les tremper, comme on l'a dit tout à l'heure. Déjà, ça va faire tomber
la quantité, la concentration des phytates dans nos lentilles ou dans le riz, par exemple. OK? Et donc, voilà l'exemple, comme on avait dit tout à l'heure, pour arriver à la quantité de fer pendant la journée. Donc, vous voyez, c'est pas non plus extraordinaire. Ce que je vais vous proposer, c'est toujours un peu le porridge le matin. Bon, on peut changer, hein, mais bon, là, je vous ai proposé les porridge avec des noix de cajou plutôt que des amandes qui contiennent encore plus de fer. Et voilà, l'association avec de la vitamine C. Donc, là, c'est les framboises, mais on peut aussi mettre un kiwi, c'est encore mieux. Les pâtes avec les lentilles, le chocolat comme source de fer en goûter et les soirs de tofu. On a vu en fait la quantité de tofu avec des poivrons donc riches en vitamine C et des petits pois assaisonnés avec du basilic, des origan, des thym, tous les épices, tous les herbes pardon, de Provence, c'est hyper riche de vitamine C. OK? Donc, je pense pas que c'est quelque chose d'extraordinaire comme alimentation. Comment vous la voyez? Est-ce que c'est quelque chose qui est très loin? Non, moi je trouve ça accessible, mais en fait, je me rends compte, c'est plus les a priori, tous ces on-dit, en fait, voilà, par rapport au fer, par rapport aux quantités, c'est tous ces petits trucs-là. Mais en fait, on se rend compte que non, c'est quand même totalement accessible finalement. Oui, Il en Ouais. faudra fait, s'amuser avec les recettes Effe- pour avoir plus de Effectivement, oui. saveur. Sinon, c'est connaître aussi les associations, surtout. Mm. C'est surtout ça qui est important. Effectivement, quand Violane l'explique, ça paraît. Oui, simple, évident, mais à faire dans la cuisine, c'est différent, oui. non, mais Il faudrait nous donner des endroits où on peut avoir tout ça à Oui, bien prix sûr, Anne. ou On va qualité. Voilà, moi j'aimerais absolument. bien avoir des boutiques, s'il vous plaît. Ah, les boutiques. Ouais, où acheter, où c'est. On perd pas de temps. Si vous en connaissez qui soient bien, Sobio, ou des sites, ou je sais dans les Sobio. Mm. Oui. Dans les supermarchés bio, il y a beaucoup. Au grand désormais, vous voyez, Anne, un peu tous les grands chaînes des supermarchés proposent tout ça, hein, même pour tout ce qui est tofu, tofu assaisonné, vous en trouvez vraiment partout. Mais de toute manière, je vais vous donner à la fin des liens des sites internet Oui. et des YouTubeuses que j'ai bien regardé hier. Donc, j'ai passé une belle journée hier parce que j'ai regardé plein de recettes. Parce qu'en fait, je les connais. Moi, je suis en fait tous des YouTubeurs, mais anglaises. pas. Ah, Et c'est donc, bien. je voulais trouver quelque chose en fait en français. Et Ouais. finalement, j'ai découvert un monde. Mais hier, je me suis vraiment régalée à Moi, découvrir toutes ces françaises. Je ne croyais pas honnêtement qu'il y avait. J'ai même trouvé un site, mais ça, c'est la première fois que je trouve, c'est incroyable. C'est pas vraiment pour les patients, mais pour les médecins. trop Donc, bien. c'est un site fait par l'association végétale française pour qu'un médecin, il s'appelle VGClick. Donc, du moment où vous retrouvez un médecin qui vous pose des soucis par rapport à un tel vitamine et telle problématique, VGClick, c'est vraiment fait pour les médecins. Donc, on se trouve un patient face à nous qui a une alimentation à prévalence végétale et on se trouve avec une problématique, par exemple la B12, on va en reparler tout à l'heure. Et donc, il nous donne déjà toutes les solutions immédiates. Donc, c'est incroyable parce que ça, c'est un peu la bataille qu'on doit un peu mener pour les médecins qui ont quand même un peu lu les revues scientifiques par rapport à ce qui ont encore des a priori importantes par rapport à l'alimentation végétale. Et donc, Une ques- une question. oui, Céline. Est-ce qu'on pourrait à un moment donné faire un atelier de cuisine en visio justement sur un thème, une journée comme ça, par exemple, enfin, des menus OK. végétaux? Ça Ben, pourrait être sympa. pourquoi pas, avec grand plaisir. Ah, c'est Merci. génial. Ouais, Merci. oui, avec grand plaisir. Et, voilà, voilà. Donc, par rapport à la question d'Anne, après, je vous dirais quand même, il y a des sites où vous verrez tout, en fait, les différentes marques et les pour et le contre voilà, de chaque aliment. OK? Et donc, pour continuer, l'autre oligoélément beaucoup discuté, c'est le calcium.
Donc, il faut comprendre que le calcium n'est pas formé par la vache, qu'elle va la mettre en fait dans le lait. La vache, elle mange en fait l'herbe, elle mange les gazons, elle mange par terre et donc elle va synthétiser du calcium à travers l'aliment qui contiennent, grâce à la production du calcium faite par des bactéries comment dire, dans les terrains. Et donc, c'est grâce à ce qu'elle mange, la vache, qu'elle va prendre le calcium qui va arriver dans son lait. Donc, moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit, ben, et pourquoi ne manger pas directement le calcium dans la source naturelle, en fait? Et ben, bien évidemment, il ne faut pas manger par terre, hein, mais effectivement, quand on va voir les contenus de calcium dans les végétaux, c'est juste extraordinaire. Donc, sauf que, voilà, la plupart estiment que puisque le calcium, depuis toujours, il est dans tous les laitages, il faut avoir des apports de laitage tous les jours. Faux. Pourquoi? Parce que l'acidification qu'on a dans les pH du sang grâce à l'alimentation omnivore induit, comment dire, enlever du calcium dans les œufs pour tamponner les pH qui va s'acidifier par l'alimentation omnivore. Donc finalement, tu manges du calcium, tu bois du calcium, mais puisque tu acidifies les pH, le calcium dans les œufs, il va être recueilli pour tamponner, pour augmenter les pH, et donc finalement, on va les perdre. Chose qu'on n'a pas en fait avec le pH, on n'a pas ces jeux de pH avec l'alimentation végétale. Donc, c'est important de comprendre ça parce que voilà, ça ne doit pas nous poser de stress, l'effet de trouver des calcium partout. Vous voyez la quantité, en fait, la roquette, le choucal, les épinards qu'on peut payer, bien évidemment, mais c'est pas non plus extraordinaire. Vous voyez les tofu, combien il a de calcium? Tout ça, c'est parce que le tofu, c'est pas végétal, bien évidemment, mais dans les processus de formation du végétal, on utilise un sel du calcium dans l'okara, qui est comment dire, c'est le pot en fait qu'on utilise pour la former. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de calcium dans les tofu. OK? Et voyez, les grains de sésame, quel contenu extraordinaire, 975 ont du calcium. C'est pour ça que les tahines, ça rentre vraiment facilement dans notre alimentation parce que riche en fer, en calcium, des bons gras. Donc, voilà. Moi, les tahines, je l'adore en fait dans le mousse pour faire la vinaigrette. Par exemple, je fais une vinaigrette avec une cuillère de tahine, de l'huile, du citron, un peu de moutarde. Et ça, j'assaisonne mes salades. Franchement, dans les tranches de pain, j'adore pas, j'aime pas vraiment le goût. Et c'est pour ça que je mets quand même un peu de confiture. Et alors ça passe. Donc, dans les tranches de pain avec un peu de confiture ou par exemple du sirop d'érable ou du miel. Et alors là, c'est très bon. Mais vous voyez aussi, bien évidemment, manger 100 grammes des basilic ou des orties, et ça devient compliqué. Mais vous voyez, les orties, même en infusion, qu'est-ce qu'elles ont en fait de calcium? C'est juste incroyable. 1940 mg de calcium par 100 grammes. OK? Bon, les orties, on peut le faire aussi en épinards avec la crème, par exemple. Donc, comment on va composer la journée riche en calcium? Ah, je vous ai mis à côté justement la comparaison avec ce qu'on estime être les aliments qui contiennent plus de calcium. Vous voyez? Donc, yaourt nature, 5 grammes, 138 mg de calcium. En comparaison, en fait, une portion de tofu contient exactement le triple. Donc, c'est pour ça, en fait, pour tout ce qui est roquette et tout ça, c'est le même contenu. Et vous voyez, quand on va voir les petits Suisses, le fromage, 113 mg, c'est pas énorme. Si on voit, par exemple, donc une poignée des amandes, c'est 30 grammes, donc on va diviser par 3 et c'est 70 mg de calcium. Vous voyez, donc c'est pas impossible d'arriver aux besoins quotidiens de calcium. Ah,
sans oublier bien évidemment l'eau. Parce que principale, on l'a vu tout à l'heure, en fait, dans la formation, les terrains, donc l'eau contient du calcium grâce à ces processus, ces étapes de formation. Ok. Donc, l'eau minérale, comme aussi l'eau des robinets, contient du calcium. Et on a des œufs très riches en calcium, donc 555 milligrammes de calcium par les parts qu'on ne trouve plus, donc la Contrex. Mais même l'eau de robinet contient environ, ça dépend d'où on habite, hein, parce qu'elle peut être plus ou moins dure, l'eau de robinet. Donc, chez nous, c'est environ 90 milligrammes par 100 ml. OK? Donc, quand on doit composer notre besoin quotidien, en France, on va l'estimer vers les 1000 milligrammes par jour. Donc, on doit avoir 6 produits dans la journée qui contiennent du calcium. Donc, on va avoir une portion de lait de soja, une portion de 5 grammes de choux, un yaourt soja, un pain avec du tahine, des tofu et de l'eau du robinet. Et on a satisfait nos besoins de calcium. OK? Mais si on veut faire autrement, voilà, on peut retrouver encore les haricots, on peut avoir les amandes à la place du yaourt, on peut avoir par exemple le choucal ou la roquette pendant le repas en salade. Donc, honnêtement, c'est pas si difficile d'atteindre les besoins de calcium, hein. Tandis que, d'autant plus, pardon, que dans une journée typique, on ne mange pas non plus 10 fromages blancs pour satisfaire les besoins de calcium. OK? Mais bon, n'oubliez pas de boire parce que par un litre, on a dit par litre, on a, je dis tout à l'heure 100 ml, je me suis trompée, pardon, hein. Par litre, on a environ 90 milligrammes. Donc, quand on a bu notre litre et demi, 2 litres par jour, on a déjà un cinquième des besoins de calcium qui est satisfait. OK? Est-ce qu'il y a des questions par rapport au calcium? OK. Bon, on peut continuer. Alors, après, l'autre question, c'est les oméga 3. Parce que les oméga 3 sont des graisses qui sont très importantes, dont on a besoin et pendant la grossesse et dans l'âge, dans la croissance et aussi dans l'âge adulte pour l'élasticité au niveau neuronal des membranes cellulaires. Donc, c'est important d'avoir les besoins satisfaits. On pense que les oméga 3, on le trouve que dans les produits de la mer, donc dans les sardines, dans les maquereaux, dans les saumons. Et c'est vrai, on le trouve hein, dans tout ce qui est poisson. Donc la richesse en oméga 3, ça se trouve vraiment dans les produits des mers. Mais attention, encore une fois, c'est pas les poissons qui a soi-même dans sa chair l'oméga 3. C'est parce qu'il a mangé les algues. Donc, le petit poisson a mangé les algues au fond de l'océan. Les petits poissons étaient mangés par les moyennes. Et encore. Donc, ils ont facilement travaillé tout ce qui était déjà dans la nature pour, pour le stocker dans leur chair. Donc, comment on favorise les oméga 3 quand on ne mange pas des poissons? Ben, on le trouve dans tout ce qui est graines et huiles. Donc, moi, je propose pas de mise solution hein, parce que ça doit être simple et bien et facilement enregistré. Les besoins d'oméga 3 quotidiennes, ça équivaut à 2 cuillères des grains d'élan mollus, 2 cuillères à café des grains d'élan mollus. Et ça, c'est la source que moi, je préfère. Je mets tous les matins, en fait, dans mon porridge ou dans ma salade ou à la fin de la cuisson de mon repas. Mollus, pourquoi? Parce que les grains d'élan, s'ils sont pas mollus, on va pas arriver à les travailler. On va pas arriver à les assorbir. OK? Donc, en fait, moi, ce que je fais personnellement, je prends les grains d'élan, j'investis dans un moulin à café, mais dans les magasins bio, vous les trouvez déjà mollus, hein, si vous voulez déjà pour commencer. Et chaque jour, je prends les 2 cuillères à café des grains d'élan. Ils sont sensibles à la température, donc on les met, on cuisine pas
avec de l'huile de lin ou du grain de lin ou des grains de chia. Donc, tout ce qui est oméga 3 est sensible à la température, on les pose à froid, OK? Et on les conserve dans le frigidaire. Et voilà, vous avez l'alternative pendant la journée, comment avoir vos apports satisfaits des oméga 3. Ou 2 cuillères à soupe de grains de lin mollus, ou 2 cuillères à café des grains de chia, pardon, 2 cuillères à café des deux, hein, ou de lin ou des chia, ou 3 noix. 3 noix, donc à coque, hein, tout simplement. Et là, vous avez satisfait vos besoins d'oméga 3. Et Donc, sinon, on peut utiliser l'huile de lin, donc encore une fois, 1 cuillère à soupe qui contiennent le besoin, voire plus de besoins par jour d'oméga 3. Dis-moi, donc les graines, on les conserve dans le réfrigérateur, en fait. ouais. Ok, je savais pas. Ok. Elles perdent leur qualité si elles sont conservées à Non, 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 température non, ambiante? elles perdent pas leur qualité, mais ça risque euh, de comment ça se dit? Rancir, Idée? non? Oui. Oui. Mhm, ok. Rancir. Non, mais c'est une fois broyé et une fois l'huile entamée. C'est-à-dire Tout la à fait. bouteille d'huile. Oui, une fois. Exactement. Ok. Exactement. Exactement. Ok. Oui, Et voilà, pour... tant que l'huile est neuve, par exemple, c'est bon. C'est vraiment dès que c'est ouvert. Ou les graines Ouais, de lin, si elles sont pas encore moulues, c'est bon. C'est vraiment dès que c'est. tout à fait. Exactement. Donc, vaut mieux me moudre, en fait, à la dernière minute. Au moment où tu prépares ton plat, faut peut-être. J'ai dit non, tu sais quoi, Lucie, tu le fais pas après. C'est pour ça que je te pose la question. Oui, voilà. Moi, j'ai fait une quantité un peu importante et je l'ai pendant 2, 3 semaines. Ouais, c'est le mieux. Au moins, tu le prends vraiment au moment venu. Tout à Ça fait. évite de Exactement. pas le faire, en fait. Ouais. Ouais. Donc, moi, Pardon. personnellement, Et l'huile, du coup, on ne la fait pas cuire. Enfin, c'est de l'huile qu'on met sur la salade, par exemple. tout à fait, Ça, hein. exactement. Ou à la fin, exactement. Ok. Ouais. L'huile de lin, c'est dans des bouteilles noires et absolument dans le frigidaire, hein, justement parce que sinon, ça risque de tourner. OK? Donc, vous voyez que c'est assez. Il faut prendre un peu la main, hein, un peu avec les grains d'élan, les grains de chia, mais bon, après, on a. Je pense que même avec une alimentation omnivore, on mange pas non plus tous les jours des sardines, des maquereaux, des saumons, hein. Donc, c'est pas nécessairement que les besoins en oméga 3 sont satisfaits parce qu'on a une alimentation omnivore. Tandis que quand on a comment dire, la connaissance des notions par rapport à l'importance des oméga 3, par rapport à notre mémoire, à l'élasticité cognitive, et tout ça, on sait que tous les jours, on doit les prendre. Stop, c'est fait. Et aussi pour les enfants, c'est très bien. Viola, Oui, est-ce que les graines de chia aussi, il faut les moudre? tout à fait, ouais. D'accord. Donc, les grains de chia, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup pour faire tout ce qui est chia Oui, pâte, moi je prends aussi. ouais. Donc, ça, c'est D'accord. très bien pour les transits. Mais pour tout Oui, ce qui est oméga 3, on doit les moudre. d'accord. Merci. Viola, Viola, excusez-moi. Oui. Moi, des fois, je moue les graines de lin, je les réduis en poudre et je les rajoute pour faire le pain fait maison. Parfait. Alors là, vous allez les cuisiner. C'est très bien Oui, parce que vous allez l'utiliser comme alternative à l'œuf. On va peut-être y perdre quelques oméga 3, mais voilà, ça reste quand même des bonnes fibres, des bons gras. Donc, pourquoi pas? Moi et aussi, je fais comme ça ça. a un bon goût en plus. C'est ça. Et Mais l'huile, si on les laisse entières, du coup, les graines dans le pain, quand on achète du pain où il y a déjà les graines dedans, en Mhm. fait, c'est Oui. pour faire joli, en fait. On les Mhm. assimile pas correctement, en fait. Ils nous baladent un petit peu. Après, c'est toujours des fibres. Ça va quand même Oui, rapporter de l'eau dans ton tube digestif. Donc, ça favorise un peu le quand transit, même. aussi comme les grains de chia. Mais si tu veux prendre les oméga 3, c'est tellement précieux que c'est vraiment. Tu as raison, c'est du gaspillage. C'est dommage, en fait. Ouais. Non, il faut juste le bien mâcher, Lucie, avec le pain Oui, parce non, que mais ça c'est sûr. cracote. Ouais. Mais tu te dis que ils mettent ça dessus pour faire plus joli, finalement, que nous apporter quelque chose, quoi, en fait. Mais à Ouais. l'intérieur aussi, moi, je le mets à l'intérieur et comme ça nous aide à mâcher beaucoup
Mhm. Et j'ai trouvé cette solution pour mâcher plus de 20 secondes. Mhm. Et comme ça cracote les graines, graines de lin, de sésame, toutes ces graines que je mets dans le pain. Et ça aide à bien mâcher quand on oublie de le faire vite, vite. Mais quand il y a des graines, on le fait tout Ah, doucement. très bien. Et l'huile de Anne, calmine, Viola? oui, tu as des L'huile questions? l'huile de calmine, qu'est-ce que tu en penses? La L'huile calmine. de... Calmine, Ah, je connais pas. tu connais Qu'est-ce pas? que- Non, qu'est-ce que c'est la calmine? Bah, c'est similaire au lin, ça ressemble. Et parce que je demande ça parce que quelquefois, dans les magasins bio, ils proposent justement des huiles où il y a les deux, il y a le lin et la calmine, où il y a des mixtures aussi. Et c'est intéressant aussi pour changer de goût, pour Ok, avoir d'autres goûts. je connais pas. Alors, Ouais, je te montrerai. Je te montrerai. c'est la cameline. La calmeline, oui, j'ai mal dit, oui. La calmeline, oui. C'est intéressant aussi. Ok. Ce qui est important, c'est que dans notre équilibre, en fait, on a besoin de maintenir les rapports oméga 6, oméga 3 assez bas. Et malheureusement, dans tout ce qui est alimentation industrielle et tout ça, les oméga 6 sont prépondérants. Donc, c'est important, c'est de ramener en fait les oméga 3 toujours un peu plus haut pour ne pas laisser la majorité d'oméga 6. OK? Donc, on arrive à la question de la vitamine B12. Donc, vous savez que tout régime d'origine végétale doit être supplémenté avec de la vitamine B12. Donc, il n'y a pas demi-solution. En fait, il faut prendre la vitamine B12. C'est vrai que la vitamine B12 a un cycle d'autorecyclage. Donc, ça veut dire que moi, je mange la B12 à travers les facteurs intrinsèques de l'estomac. Je vais permettre l'absorption de la B12. Elle va répartir vers le foie et à travers les salles biliaires, en fait, elle va être faite circuler. Mais par rapport au stockage, parfois, on n'a pas suffisamment de possibilités de stockage. Donc, la B12, dans une alimentation qui est végétale, doit être supplémentée. On a certains besoins. La plupart d'entre nous, on va se situer en fait dans l'âge adulte, donc on a 2 microgrammes par jour à supplémenter. Donc la chose la plus facile à faire, c'est de la prendre 2 fois par semaine. On a beaucoup de vitamine B12 dosée à 1000 microgrammes et donc on va la prendre 2 fois par semaine. Bon, la plupart d'entre vous prennent déjà des vitamines, donc il y a déjà la B12, vous ne devez pas vous inquiéter. Mais c'est vrai aussi que qui est opéré à l'estomac ne produit pas les facteurs intrinsèques ou produit moins de facteurs intrinsèques. Et donc, c'est pour ça que vous retrouvez certains d'entre vous avec des carences de vitamine B12, même avec une alimentation omnivore. Ou d'autres facteurs qui diminuent l'absorption de la B12, c'est la metformine, donc les médicaments pour les diabétiques, et Inexium, donc l'inhibiteur de pompe justement pour le traitement de l'acidité de l'estomac. OK? Encore une fois, je vous fais un peu le cycle de formation de la B12 parce que, voilà, quand on vous dit, par exemple, oui, mais bon, si l'homme doit prendre de la B12, ça veut dire qu'il n'est pas fait pour manger que du végétal. C'est pas vraiment ça parce que les animaux non plus ont la B12, hein. Donc, les animaux aussi la mangent à partir en fait des bactéries qu'il y a dans les terrains. La B12 est une bactérie qui est dans les terrains. L'animal mange l'herbe, mange les gazons et il va va produire de la B12 à travers la fermentation qu'on va retrouver dans sa chair. Et donc, le corps humain, avec la digestion, va reprendre la B12. OK, mais encore une fois, pourquoi on a cette carence de B12? Parce qu'on a de plus en plus, entre guillemets, stérilisé notre nourriture. Donc, je ne vous invite pas à manger un poignet de terre pour satisfaire les besoins des B12, mais plutôt d'être beaucoup plus raisonnable et savoir que la B12, il faut la prendre et comme ça, on ne risque pas d'avoir des carences supplémentaires. Et je vous ai mis en fait la chaîne de production justement pour vous faire comprendre qu'encore une fois, c'est à partir des algues qu'on va synthétiser à travers la fermentation dans l'intestin des animaux, on va produire la B12. OK? Les non-vitamines viennent du fait que c'est essentiel pour le fonctionnement. Donc, c'est important que ce soit satisfait.
Et donc, j'arrive au mythe. Les soja fait mal. OK? Je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler, hein? Est-ce qu'on peut manger des soja? Ça fait pas, comment dire, sortir les seins aux hommes. Ça fait venir le cancer. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Non? OK. Si, oui. Ici, et pour nous, les femmes, apparemment, au niveau hormonal aussi, c'est plein Oui, oui, d'hormones. oui, Donc, souvent. ouais, il y a beaucoup de choses autour de ça. OK. Donc, justement, je vais essayer de vous clarifier tout ça, hein, de mettre au clair pour ne pas avoir cette crainte du soja, parce qu'au contraire, les soja, je spoilerise, fait bien. C'est pas mal. Donc, pourquoi il y a un peu cette mythe que le soja fait mal? Parce que le soja contient des phytoestrogènes. Phyto, la parole phyto vient du grec, c'est de la nature en fait, qui vient de la nature. C'est des plantes, pardon. Sauf que les phytoestrogènes vont avoir une activité dans le corps qui est différente des estrogènes qui sont produits à partir du cholestérol dans notre foie. OK? Tous les hormones sexuelles, que ce soit la testostérone comme l'estrogène, le progestérone, sont produits à partir du cholestérol. OK? Les estrogènes dans les corps humains ont des objectifs. Et cet objectif, donc, c'est des cellules. On a des cellules au niveau du cerveau, du sein, du cœur, des tissus adipeux, des ovaires, des œufs, au niveau vasculaire. Et quand on a l'estrogène qui part, qui vient d'être produit, il a deux choix. Ou il va se lier à des récepteurs dits alpha ou des récepteurs dits bêta. Donc, on a deux types de récepteurs. OK? Dans les corps humains, on a les deux avec des fonctions différentes. Quand on voit la réactivité des phytoestrogènes, on voit que c'est pas vraiment, ils n'ont pas la même action que les estrogènes produits par le corps lui-même. Pendant que dans les récepteurs alpha, par exemple, au niveau du sein et de l'ovaire, un excès d'estrogène peut favoriser la formation du cancer. Les phytoestrogènes vont se lier aux récepteurs bêta et c'est des récepteurs qui, au contraire, sont bénéfiques pour les mêmes endroits. Donc, autrement dit, dans tout ce qui est cancer hormonodépendant, que ce soit les seins, les ovaires et la prostate pour les hommes, pardon, les phytoestrogènes ont une action qui est protectrice. Donc, elle va protéger des cancers. Elle va pas favoriser, ils vont pas favoriser le cancer. OK? Donc, c'est important parce que quand on se trouve dans les bateaux de la préménopause, par exemple, favoriser les phytoestrogènes va combler cette manque des estrogènes dans tous les tissus qui sont à protéger, notamment les œufs et les tissus vasculaires. C'est pour ça qu'au fur et à mesure qu'on va vers la ménopause, l'effet d'utiliser des phytoestrogènes va quand même activer les récepteurs bêta là où il faut protéger la femme. Notamment, vous savez que quand la femme va en ménopause, elle a un risque cardiovasculaire qui a augmenté et un risque d'ostéoporose qui a augmenté. Quand on a quand même l'introduction des phytoestrogènes euh, dans cette période de la préménopause, par contre, on a une protection. C'est important de ne pas avoir peur de tout ça parce que les études scientifiques sont bien, au contraire, à favoriser l'utilisation du soja. Encore une fois, euh, je pense que le principe, en fait, d'être modéré dans ses choix, ça doit être, en fait, à la base de tous les choix alimentaires. Je ne vous dis pas de manger 3 fois par jour de tofu, mais quand même d'avoir des apports tous les jours de tofu ou de lait soja ou un yaourt soja sans avoir peur.
OK? Ici, ça ne s'agit pas comment dire, manger du soja 3, 4 fois par jour, mais plutôt de ne pas avoir peur. Et parfois, on en mange 2 fois et parfois, on ne mange pas, mais pas grave. On sait que l'effet au niveau du corps, c'est plutôt vers le bénéfique plutôt que vers le danger. OK? L'action est vraiment différente par rapport aux estrogènes, même les estrogènes de synthèse qu'on trouve dans les pilules. OK? C'est vraiment deux choses différentes. Mais puisque en fait, ils ont le même nom, on pense que l'action est la même. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? C'est un peu plus clair? C'est OK. dommage Pardon, Viola. Je dis c'est dommage que je ne l'ai pas su avant parce que j'ai vécu pendant 30 ans avec cette fausse idée. Ah mince, ah oui, OK. Voilà. Je me suis Oui, privée donc, de quelque chose que j'aurais pu manger à cause d'un ouais, cancer, justement. Bon, ben merci, Viola. Je vais ouais. rattraper le temps perdu. C'est vraiment dommage. Vous avez raison, mais c'est jamais trop tard. Et au contraire, moi, ça m'a étonnée parce que j'ai fait une formation justement pour la prévention du cancer et les cours étaient tenus en fait pour cette chirurgienne qui est très connue en fait aux États-Unis, chirurgienne du cancer du sein, qui s'appelle Christine Kirk. Et en fait, elle faisait en fait tout le speech par rapport au régime à suivre quand on veut se protéger d'un cancer du sein ou on a eu un cancer du sein, qu'est-ce qu'on doit manger. Et en fait, dans le régime, il y avait des brocolis tous les jours, comme je vous l'ai dit au début de la présentation, parce qu'il y a des substances sulfurées qui sont anticancérogènes et elle prenait tous les jours de tofu, par exemple. OK? Et donc, elle a opéré Angelina Jolie, elle a opéré en fait tous les stars américaines et elle propose ça en fait comme son régime antitumoral. OK? Et après, il y a le mythe qui fait sortir les seins chez les hommes. Ben, la seule chose qui fait sortir les seins chez les hommes, c'est le blanc dans la bière. Hein. Donc, c'est pas, c'est cette molécule ici que j'arrive pas à prononcer. Mais voilà, s'il y a quelque chose qui effectivement fait sortir un peu les seins, c'est pas le tofu, hein, OK? Donc, c'est rassurez-vous, ou s'il y a un problème des seins dans l'homme, il faut plutôt viser la bière que l'alimentation végétale. OK? Donc, pour résumer, on a vu notre assiette végétale. Qu'est-ce qu'on doit faire tous les jours? Donc, la moitié de l'assiette végétale, mais ça, vous avez l'habitude, parce que vous le faites quand même comme un protocole post-opératoire, des graines, donc des féculents, des céréales avec la variété, changeant, quinoa, riz, pâtes complètes, sarrasin, etc. Les restes, c'est des protéines d'origine végétale, associant toujours une source de calcium qu'on a vu être présent dans les produits enrichis de calcium, comme dans les laits de soja et des yaourts de soja, mais aussi présent dans l'alimentation tout court. Et le côté, en fait, la composante des gras, ayant en tête qu'il faut favoriser les gras oméga 3 qu'on doit quand même porter à la maison tous les jours à travers les trois solutions que je vous ai proposées. On doit prendre la B12 et la vitamine D. La vitamine D, ce n'est pas nécessaire, le quantitatif, en fait, les dosages, les besoins de vitamine D, c'est égal pour les personnes omnivores, sauf que, voilà, c'est pas à travers l'alimentation qu'on va satisfaire les besoins de vitamine D, c'est à travers l'exposition solaire, sauf que, bien évidemment, comme tout le monde, même dans les omnivores, on a des carences en vitamine D, donc on doit faire attention quand même à satisfaire les besoins de vitamine D. OK? Donc, pour vous donner un peu plus des infos, comment satisfaire les besoins? Donc, consommer tous les jours 3 portions d'aliments riches en protéines. Ça peut être 30 grammes de légumineuses secs ou 80 grammes de légumineuses cuites. On l'a vu, en fait, en vrac, en boîte, en conserve, etc. Ça peut être 125 grammes de yaourt soja, 200 ml de soja en lait,
ou 80 grammes de tofu. Donc, quand on voit les 3 portions, si on fait un peu la journée, on a quand même le lait le matin ou le yaourt le matin. Et si par exemple, on a la salade, comme on avait dit tout à l'heure, des lentilles le midi, on a le tofu le soir. Vous voyez? Donc là, en fait, c'est pour commencer l'alimentation végétale, mais je vous donne déjà en fait les notions pour satisfaire les besoins de la journée typique. OK? Après, bien évidemment, on verra ça tout à l'heure. On ne vise pas à la perfection, mais je veux quand même que vous sortiez d'ici avec les notions nécessaires et ne pas avoir peur de ne pas avoir suffisamment des apports pour votre bien-être. Au contraire, ça va augmenter votre bien-être, l'alimentation végétale. Donc, on essaye de manger 600 grammes de légumes. Donc, il n'y a personne qui pèse en fait les légumes, mais quand on dit la moitié de l'assiette, on a satisfait grosso modo les besoins. Favorisant, comme on l'avait dit, les légumes à feuilles vertes et les crucifères. Et étant donné qu'on a le principe de manger des saisons et un arc-en-ciel. OK? Il faut mettre toujours des féculents dans son assiette. Chaque jour, il faut penser au moins à 30 grammes des oléagineux ou des fruits à coque. On a, pour utiliser les gras ou pour assaisonner, on a les oméga 3, les grains de lin, l'huile de grains de lin ou les noix. On n'oublie pas les calciums et on prend la vitamine B12 à 1000 microgrammes 2 fois par semaine ou 50 microgrammes tous les jours. Est-ce que c'est compliqué? Non, ça va. C'est Très, clair. très bien. Donc, pour aller plus loin, voilà, ici, je vous ai mis les 3 YouTubeuses que j'ai trouvées et honnêtement, je les trouve tous les 3 très bien. Alors, la petite Okara, elle vous donne tout simplement les plats typiques en version végane. Donc voilà, si vous devez en fait commencer à faire de la transition, peut-être que elle peut vraiment vous aider. Lieu de langue, elle fait ce que je trouve très intéressant, ma semaine, ce que j'ai mangé pendant la semaine. Donc, en fait, ça vous donne un peu des idées, des recettes. Alice Esmeralda aussi, elle fait aussi des vidéos spécifiques pour certaines recettes. Elle explique aussi très bien. Donc moi, les 3, je l'ai bien aimé, je l'ai découvert hier et franchement, ça m'a plu. Après, au niveau des sites, Vegan Pratique, absolument y aller, hein, parce qu'il y a tout dedans. Il y a vraiment... Excusez-moi, tous ces sites, c'est en français? Oui, Oui, bien sûr. oui, d'accord, merci. Oui, oui. Oui, oui, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, moi, je connaissais que les youtubeuses ou italiennes ou anglaises. Et là, j'ai découvert que vraiment, même en France, elles sont pas mal. VG-Click, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour les médecins, mais aussi pour les patients, hein. Voilà, vous avez votre prise de sang, vous voyez, en VG-Click, il y a l'onglet patiente. Et vous voyez en fait votre prise de sang, est-ce qu'elle va pas, qu'est-ce que je peux faire et tout ça. ONAV, c'est plutôt législatif. Et je mange végétal, il y a beaucoup vraiment des informations aussi. C'est très, très, très utile. On va dire que pour commencer, le premier et le quatrième, il faut quand même les visiter. OK? Après, je passe à mes conseils perso. Ce que j'ai développé en fait comment dire, dans mon chemin, mon parcours personnel, hein. Donc, on commence doucement et on évite la mentalité black or white ou blanc ou noir. Donc, on essaye déjà dans les véganeries, donc dans ces mois-ci, d'avoir au moins un repas végétal, idéalement 2. Donc, c'est très facile pour moi le petit-déj et mettre un autre repas pendant la journée. Donc, on évite de sentir en fait pointer des doigts si on a mangé du thon le soir, hein, ou on a mangé de la viande, ou on a mangé la pizza sortant avec les amis. Donc, on essaie de faire notre mieux. Euh, Shifter l'idée qu'on va éliminer
Parce que si c'est vrai que vous éliminez la viande et les produits d'origine animale, c'est vrai que vous allez ajouter beaucoup de choses auxquelles vous n'aurez pas pensé. Entre autres, le fait d'avoir toujours les oléagineuses, les fruits secs, des légumineuses que peut-être vous mettez l'hiver avec la saucisse. Mais là, les lentilles et les légumineuses vont devenir votre meilleur ami, vos meilleurs amis. OK? Donc, pensez plutôt à la richesse qui vous amène ce type d'alimentation plutôt que à la limitation. Parce que si on pense à la limitation, on bascule dans ce qu'on a déjà parlé dans d'autres ateliers, un peu de se sentir en fait en contrôle, on sait que le contrôle amène à la perte de contrôle. Donc, on essaie de basculer un peu la vision. Donc, OK pour les simili carnés sans abuser. Surtout au début, je pense que c'est vraiment la condition essentielle pour accompagner aussi votre famille dans la transition, hein, parce que vous allez tout en fait gagner avec des burgers végétales, des Beyond Meat. Franchement, vous allez tous les acheter avec un repas. OK? Stocker dans les placards, donc ça veut dire faire ses courses, avoir les essentiels. Donc on a dit tous les légumineuses, les céréales, aller au marché, prendre les légumes des saisons. Donc essayer de trouver des moyens pour les payer moins cher. Mais toujours, mon conseil perso, c'est de faire les courses des légumes, rentrer à la maison, les laver ou avoir le temps quand même de les ranger, d'avoir déjà un peu d'idées. Parce que la partie plus difficile des légumes, c'est bien évidemment leur préparation. Donc, si on a déjà les carottes épluchées ou on a déjà les brocolis lavés ou le chou déjà coupé en florets, vous voyez, c'est beaucoup plus facile. En tout ça, il faut dire qu'il ne faut pas non plus mal juger tout ce qui est congelé, hein. Parce que franchement, chez Picard, on trouve des choses qui sont très bien faites, hein. Tout ce qui est légumes, soupe, c'est les meilleurs amis, hein. Quand on a une vie de famille, qu'on a un travail, on ne doit pas non plus penser qu'on mange mal, hein, parce que c'est pas les assiettes traitées et préparées, hein. C'est vraiment les fleurets des brocolis congelés. Donc, on les sort, on les met dans notre pâte les soirs, tout simplement avec les pestos. OK? Donc, voilà, au début, je pense qu'il faut réserver quand même dans son emploi du temps des petites demi-heures à droite à gauche pour la préparation, parce que voilà, vous avez besoin peut-être de vous y mettre un peu plus. Et ça, à côté, en fait, du fait que je vous invite à prendre deux, voire trois recettes que vous allez répéter. Donc, une fois qu'elles sont acquises, vous passez à autre chose. Mais déjà, en fait, vous habituez sans regarder la liste, sans les indications, comment la faire et tout ça. Vous essayez, cherchant sur Pinterest, sur YouTube, vos recettes préférées en version végétale. Et tout simplement, vous prenez un peu l'habitude de les proposer. L'autre chose, donc, je pense qu'il ne faut pas non plus le rebondir parce qu'on a déjà suffisamment travaillé sur les sensations alimentaires, mais il faut toujours respecter sa faim. Donc, une alimentation végétale est moins riche au niveau calorique parce qu'on a plus de fibres, on risque de couper un peu plus de volume au niveau de l'estomac, donc d'être rassasié plus précocement par rapport à une alimentation omnivore ou industrielle. Donc, il est possible qu'il y a un peu plus de faim, mais peu importe, on sait il y a une raison physique des espaces au niveau de l'estomac et au niveau de l'apport calorique des aliments. Donc, on essaye, comme toujours, comme on l'a fait jusqu'à présent, d'écouter les sensations alimentaires qui guident les comportements alimentaires. OK? Donc, respecter la faim. Savoir pourquoi. Pourquoi vous voulez augmenter votre alimentation végétale? Pourquoi vous voulez améliorer l'alimentation végétale? Est-ce que c'est une question de santé? Est-ce que c'est une question éthique? Est-ce que c'est une question de la planète? C'est une question d'écologie. Donc, c'est important de comprendre à la base ce qui fait bouger votre comportement. OK? Et après, avoir quand même une mentalité assez ouverte. Donc, ça veut dire dans
les discours avec les autres ou écoutant en fait comment dire, les informations et tout ça par rapport à l'alimentation végétale, avoir un esprit plutôt ouvert, d'être à l'écoute et maintenant, bien évidemment, notre esprit critique, hein. Je ne dis pas qu'on doit tout en fait boire, hein, mais voyons d'avoir cet aspect aussi gentil vers nous-mêmes, dans le sens que même si pour X raisons on n'arrive pas à manger végétal, peu importe. Ce qui est important, c'est essayer et toujours s'améliorer et toujours cheminer. C'est beaucoup plus important que dire, bon, j'y arrive pas, je laisse tout tomber. OK? Donc, être gentil avec soi-même et avec les autres, parce que bien évidemment, souvent, on a des observations par les autres. Et ce que je vous invite à faire, et ça, c'est vraiment pour une question de, comment dire, de vulgarisation de l'alimentation végétale, quand vous allez dans les restos et tout ça, demandez toujours une option végétale. Est-ce que à la serveuse ou au serveur, vous demandez est-ce que vous avez une proposition végétale? Après, peut-être il n'y est pas, donc vous allez manger votre pizza, ou la pizza, on peut la manger aussi sans mozza, ou vous allez manger vos pâtes, peu importe. Mais déjà, on essaye un peu de prophétiser et de donner un peu l'idée, peut-être au chef, ah tiens, elle vient de me demander un peu quelque chose de végétal. Donc, peut-être c'est quelque chose pour lequel il y a une demande, il y a quelque chose à développer. OK? Donc, soyez prophète vous aussi. OK? Et ça, c'est le documentaire à voir. Donc, The Game Changers, c'est pour les rapports et le mythe, en fait, de l'alimentation végétale et les sports. Et What the Health, c'est vraiment par rapport aux problèmes de santé et comment la plupart des maladies chroniques d'aujourd'hui sont liées à notre alimentation et notre style de vie. OK? Et je pense que je finis.